nous sommes des milliards à vivre sur la surface de la Terre. Mais nous sommes-nous déjà posé la question de ce qu'il y avait en dessous? Les civilisations antiques y ont toujours niché les enfers et les monstres. Auraient-elles eu une sagesse que nous aurions oubliée? Le contre-amiral Bayard et les autres explorateurs auraient-ils eu des visions? Et si tous les gens qui croient que la Terre est creuse avaient raison? Ne serions-nous pas devant la plus grande découverte de notre époque? Londres, 1692. Edmond Halley présente le résultat de ses recherches à la Royal Society. La Terre est creuse et est composée de plusieurs sphères concentriques. Cela permet enfin d'expliquer scientifiquement les anomalies magnétiques à la surface du globe. Edmond Halley n'est pas un amateur, c'est à lui que l'on doit certaines grandes découvertes en astronomie comme la périodicité de la comète de 1682. En s'appuyant sur cette théorie de la Terre creuse, Edmond Halley va aussi se permettre d'expliquer les aurores boréales. Elles sont des émanations de lumière venant de l'atmosphère lumineuse située entre les sphères. Pour faire très simple, il y a déjà quelque chose qui doit nous interpeller, c'est Jules Verne. Dans les romans de Jules Verne, il y a de nombreuses inventions scientifiques qui dépassaient les connaissances de l'époque. Et la science et la technique d'aujourd'hui lui ont donné raison. En 1864, le roman de Jules Verne fait écho à la théorie de la Terre creuse auprès du grand public. Mais c'est un roman. La source de ce roman est à chercher dans le développement de la théorie de Edmond Halley par les travaux de John Clive Symons Jr. Le 10 avril 1818, il publie sa circulaire numéro 1 déclarant, je cite, « Je déclare que la Terre est creuse et habitable à l'intérieur, contenant un certain nombre de sphères concentriques solides, l'une dans l'autre, et qu'il est ouvert au pôle 12 ou 16 degrés. Je promets ma vie à l'appui de cette vérité et que je suis prêt à explorer le creux, si le monde me soutient et m'aide dans cette entreprise. » Il a envoyé une copie de cette circulaire à chaque collège, gouverneur, sénateur et à un nombre de scientifiques européens. Dans les gens qui ont apporté des preuves de la Terre creuse, il y a Milford, qui était un officier français. Lui, il était engagé dans la guerre au Canada et dirigeait les Indians Creek. Il a raconté que les Indians Creek lui ont expliqué que leurs ancêtres étaient sortis de l'intérieur de la Terre par les cavernes à la jonction du Mississippi et du fleuve Rouge. Donc c'est un contemporain du capitaine Sim qui lui aussi a combattu au Canada. Sim a développé sa théorie en se basant sur des preuves scientifiques, en démontrant que dans la nature, la croissance sur une architecture en tube, une structure creuse et on peut dire ronde, est la meilleure façon de faire, comme pour les os, les tiges des plantes et les arbres. Donc il est logique que pour la sphère de la Terre, ce soit pareil. Et avec l'énergie cinétique de la rotation, il démontre que l'on peut tenir sur la surface interne. Sim, il a voulu prouver la véracité de sa théorie, mais les dirigeants de l'époque ont refusé de le subventionner. Et en fait, chose assez amusante, le président Andrew Jackson a refusé, car il croyait en la Terre plate. Sous l'ombre d'un vieux chêne à Hamilton, dans l'Ohio, entouré d'une petite clôture en fer forgé, se trouve un monument érigé dans les années 40, 1840, par son fils à la mémoire de Symons. Mort sans avoir pu prouver sa découverte par une expédition, son fils et d'autres continueront son œuvre. En 1913, Marshall Gardner écrit « Voyage vers l'intérieur de la Terre ». Il l'enrichit, puis va même breveter un modèle fonctionnel sur la Terre creuse en attaquant Symons. La théorie de la Terre creuse reprend vraiment de l'importance avec le contre-amiral Richard Evelyn Bayard, donné comme premier homme à avoir survolé le pôle Nord et témoin du phénomène lié à la Terre creuse à 2 reprises. Bayard, c'était un explorateur et un militaire américain. Lui, il a été le premier à survoler le pôle Nord en 1926. Il a eu 2 contacts avec la Terre creuse. La première fois, lors d'un autre survol, des entités qui ont pris le contrôle de son avion et l'ont posé pour lui délivrer un message sur les dangers de l'arme nucléaire en 1946, alors qu'il fait partie de l'opération High Jump, une opération de l'armée américaine en Antarctique. Il a découvert avec 3 autres militaires une zone près du pôle, dont la température était bien dans les 25 degrés, et où il y avait des plantes, des animaux, même des mammouths. Mais vu qu'il était épuisé,
et en panne de radio, ils sont rentrés à la base et n'ont jamais plus retrouvé le lieu. Il a fait un rapport, mais après son débriefing, l'armée lui a demandé le silence. Les récits liés au contre-amiral Bayard permettent d'établir des témoignages sérieux sur l'intraterre. Le livre World Beyond the Poles de Francis Amadeo Giannini de 1959 relate cela et rapporte encore de nouvelles informations sur les entrées de la Terre creuse. Le livre Hollow Earth de Raymond Bernard est dédié à ceux qui renouvelleront le vol historique de l'amiral Bayard qui pénétra dans un territoire inconnu d'une superficie plus grande que celle de l'Amérique du Nord. Raymond Bernard y donne de nouveaux éléments émettant l'hypothèse que Bayard, dans son vol de 1956, est allé au-delà du pôle sud et donc a franchi le passage entre la surface et le centre de la Terre. Suivant l'héritage de Bayard et Edmund Halley, il y a plusieurs chercheurs qui travaillent toujours sur la théorie de la Terre creuse et qui amassent des preuves pour expliquer pourquoi cela reste si confidentiel. Il y a Rodney Clough qui rassemble beaucoup d'informations et qui a déjà tenté de faire une expédition au pôle Nord pour trouver l'entrée de la Terre creuse. Il y a David Icke avec son livre Le plus grand secret, qui a un site internet d'actualité très bien fait. C'est lui qui a parlé le premier des reptiliens. La théorie de la Terre creuse s'est enrichie de détails au fur et à mesure du XXe siècle. Les théories se sont renforcées sur la présence de civilisations intraterrestres et sur ce monde idéal tournant autour d'un soleil constant, sans saison, sans catastrophe naturelle, sans maladie, en toute harmonie, rejoignant ainsi l'idéal de l'Agartha, ce royaume d'origine hindouiste où tout ne serait que paix, amour et connaissance. Reprenons les arguments de la Terre creuse. Tout d'abord, Edmund Halley, ce grand astronome, a réellement fait l'hypothèse d'une Terre creuse, mais en utilisant les savoirs de son époque et sans avoir eu une grande adhésion de ses contemporains à sa théorie. Pour pouvoir comprendre que sa théorie ne tenait pas, il aurait fallu entre autres que la loi de la gravité universelle soit clairement établie. Or, il était contemporain de la création de cette théorie. Cette loi ne permet pas une Terre creuse car elle s'effondrerait sur elle-même. Idem pour la possibilité d'une gravité sur l'intérieur de la sphère en sens opposé à la gravité de la surface. Pour les aurores boréales, il a fallu attendre 1946 pour que la théorie des ondes alphènes soit développée. Et seulement juin 2021 pour qu'elle soit reproduite en laboratoire à UCLA au sein du Large Plasma Device. Pour Jules Verne, il est clair que ce romancier a toujours été un réel visionnaire. Mais un visionnaire alimenté par les inventions de son époque, qu'il a extrapolées. Peut-on dire que Robert Zemeckis s'est informé par des intelligences supérieures parce qu'il avait prédit l'overboard et l'élection de Donald Trump, alias Biff Tannen, dans le deuxième volet de Retour vers le futur? Sims a de tout temps prétendu avoir créé sa théorie seul par le biais d'observation et de logique, mais sans aucune formation ni réelle base scientifique. De nombreux chercheurs mettent en évidence la parenté entre sa théorie et les travaux de Halley repris dans le livre de Cotton Mather, The Christian Philosopher. Une enquête populaire sur la science en tant que théologie naturelle. Toutes les découvertes de la nature révéleraient la sagesse et la puissance de Dieu. À noter le rôle prépondérant de Mather dans les bûchers des sorcières de Salem. Pour Marshall Gardner, l'une des preuves de sa théorie est que les icebergs sont faits d'eau douce puisqu'ils sont originaires des fleuves d'eau douce du continent intérieur. De plus, il explique qu'il est impossible que des mammouths aient été conservés, congelés dans le permafrost aussi longtemps. Cela prouve donc que ces animaux sont morts récemment et donc issus de l'intérieur de la Terre. Deux affirmations totalement fantaisistes en opposition avec toutes les preuves issues des analyses scientifiques. Carbone 14, analyse de gaz contenu dans les icebergs, expérience en laboratoire. Pour Bayard, il est tout d'abord impossible qu'il ait atteint le pôle Nord, son vol ayant été de trop courte durée et son avion victime d'une fuite d'huile. D'ailleurs, son vol n'est pas homologué. Le vrai premier survol a été réalisé par Amundsen et Ellsworth. Les supporters de Bayard, en dépit de toute vérité historique, le donnent comme premier en 1926. L'opération High Jump, dont l'amiral Bayard était responsable, est parfaitement documentée et les informations sont maintenant toutes déclassifiées. Un documentaire y a même été tourné. Ce film a eu l'Oscar du meilleur documentaire en 1949. L'entreprise de cartographie initiale a échoué, les boussoles étant quasi inutilisables. Aucune présence d'une terre miraculeuse ou d'un massacre dû à des nazis réfugiés au pôle Sud. Dans l'autobiographie de Bayard, aucune mention de rien à propos de la Terre creuse. Et là,
apparaissent les théories du complot contre cette théorie qui s'installera au XXe siècle. La suite du développement de cette théorie s'enrichit de détails de plus en plus étranges, sans jamais apporter de preuves. Les récits sont tous des récits de seconde main, des « on m'a dit que »,« j'ai rencontré quelqu'un qui », et les argumentations se développent en réaction aux découvertes de la science qualifiée d'officielle. Aujourd'hui, la théorie de la Terre creuse est toujours liée soit à des thèses ésotériques, soit à l'existence d'extraterrestres, soit à des mondes parallèles, ou encore à des leaders aux propos quelque peu étranges comme David Icke, qui, en la même année où il démarre sa campagne pour la Terre creuse, s'autoproclame fils de Dieu après avoir abandonné sa carrière de journaliste sportif. Il y a aussi Rodney M. Clough, qui donne rendez-vous l'année prochaine dans ce nouvel Éden, endroit idéal pour que le Seigneur cache les tribus perdues d'Israël. Une croyance, c'est quand on croit qu'on croit quelque chose, alors qu'en réalité, on n'y croit pas vraiment, on fait que l'exprimer, on fait que l'afficher, que le partager, sans pour autant véritablement y croire. Est-ce que les gens croient véritablement les choses qu'on leur attribue comme croyances ou ce qu'ils affirment eux-mêmes croire pour des croyances particulièrement étranges ou exotiques ou très peu conventionnelles? Croire quelque chose, c'est finalement pas si compliqué que ça. Généralement, on considère que croire, c'est tenir quelque chose pour vrai. Et si on s'en tient à ça, en réalité, on peut tous admettre qu'on croit à des milliers de choses. À partir du moment où on a une conception de la réalité, c'est qu'on croit une infinité de choses sans même avoir à se poser trop de questions. Donc, par exemple, en ce moment, je crois que je suis en train d'expliquer ce qu'est la croyance depuis chez moi via une visioconférence. Je suis en train de converser avec un être humain et non pas un robot ou une intelligence artificielle ou une machine. Je serais bien surpris d'apprendre que ces croyances sont fausses. Alors que quand on pense à des choses comme, par exemple, que la 5G vise à contrôler l'humanité ou que les masques chirurgicaux servent à introduire des nanoparticules dans le nez des gens pour prendre contrôle de leur cerveau ou les asservir. C'est un autre type de croyance, mais qui est tellement différent de nos croyances ordinaires qu'il me semble qu'il faudrait peut-être les considérer autrement. Et moi, j'ai proposé de leur donner un autre nom, simplement pour essayer d'y voir un peu plus clair. Donc, j'appelle ça des croyances, qui ne sont pas des choses qui sont tenues spontanément et automatiquement pour vrai, mais qui sont plutôt des narratifs auxquels les gens peuvent plus ou moins adhérer et éventuellement même les confondre avec des croyances. Une croyance ordinaire, essentiellement, sert à traquer la vérité, quoi. Vous vous efforcez, quand vous croyez quelque chose, finalement, d'avoir une représentation du monde tel qu'il est dans votre tête. Si vous vous apercevez que cette représentation est incorrecte, ou que vous vous êtes trompé, ou que les choses ont changé, eh bien, vous adaptez votre croyance. Vous croyez qu'il pleut dehors, sortez avec vos grosses bottes et votre parapluie, puis vous vous apercevez qu'il fait beau. Eh bien, vous renoncez tout simplement à votre croyance qu'il est en train de pleuvoir. Vous apercevez que c'était faux. Une croyance n'a pas besoin véritablement de traquer la vérité, d'être vrai à tout prix. Donc ce qu'on observe dans beaucoup de milieux où pullulent les croyances marginales ou inhabituelles que moi j'appelle croyances, c'est un désintérêt qui est masqué par une sorte de frénésie de démonstration à travers des preuves ou pseudo-preuves scientifiques. Un adhérent de la Terre creuse va vous bombarder de données, de documents plus ou moins scientifiques, de documents classifiés top secret qui viendraient de ressortir. Ces idées-là sont relativement increvables. Comme elles ne dépendent pas de l'état réel du monde, elles peuvent sans cesse être réajustées, réaménagées. Donc cet imaginaire du souterrain, des galeries souterraines, des choses mystérieuses et menaçantes et inquiétantes, est très efficace pour le complotisme. Donc on peut se passer de l'idée de Terre plate, qui est bizarre et peut-être pas très populaire comme ça, mais l'idée de monde souterrain ou de monde caché sous la Terre, que ce soit sur le plan métaphorique ou vraiment littéral, elle est très répandue, puis elle est très efficace. Il y a même des t-shirts sur les galeries souterraines aux États-Unis qu'on peut trouver. Dernière victime en date de certains sites internet prônant cette théorie, le Père Noël. Il serait une réminiscence des sorties des intraterrestres venus apporter leurs connaissances extraordinaires et des cadeaux de leur technologie aux humains de la surface. Et le traîneau, me direz-vous? C'est simplement ce que nous qualifions aujourd'hui d'ovni et que les anciens interprètent comme un traîneau volant. Avouons qu'il en faut de l'imagination.